Philosophie du devenir, extrait La paix. Les choses n'existent que grâce à leur contraire, nous disait Héraclite. La paix ne devrait pas se poser comme situation sociale temporelle, comme alternative à la guerre, elle devrait être un fait établi. Ce à quoi il faut arriver, c'est la destruction pure et simple du concept de la guerre. Nous allons voir que ce n'est pas possible dans la société du profit, ce ne serait possible que dans la société de l'esprit. Les cycles se suivent, se mêlent, se juxtaposent et cohabitent, parfois bien, parfois mal. Les mouvements de population, les mouvements d'idées, les mouvements d'argent, de violence, s'entremêlent et se nouent, se dénouent. Ils évoluent et planent dans l'espace infini qui nous entoure. Comprendre l'auto-mouvement de l'univers, c'est savoir que nous en sommes les éléments et que notre pouvoir de modification de ce cosmos est tout simplement nul. Bien sûr, me direz-vous, c'est bien l'homme qui a créé l'argent et tout le système dans lequel il fonctionne. Oui, certes, mais l'homme ne contrôle pas grand-chose. Il se laisse porter par le système universel. Il n'a pas le choix puisque c'est la totalité qui est le moteur et pas lui ou elle, ou ce groupe ou cet autre. Tous font partie du tout et le tout est un magma qui s'étend, qui chauffe, se refroidit, se rétrécit et évolue de façon infinie. Évidemment, accepter que le monde est un cosmos, un magma, c'est refuser le pouvoir des individus. C'est renier la force de décision et la crédibilité de certains. Et ça, ce ne serait pas acceptable par le pouvoir. Il en est pourtant ainsi. L'homme est impuissant et ne décide de rien. Il se laisse influencer et il interagit comme il le peut, selon sa puissance et son pouvoir. Faisons une métaphore et imaginons que l'histoire du monde soit une succession de vagues qui naissent, se forment, grandissent et viennent s'échouer sur le rivage. Chaque vague a son creux et sa formation, son évolution, chacune grandit pour espérer devenir la plus altière. Les autres, leurs voisines, suivent le mouvement, les précèdent, les suivent et dépassent, les écrasent encore pour se réduire enfin et disparaître. D'autres vagues prendront la relève et seront parfois plus grandes et plus violentes selon les marées et les vents, parfois plus douces et plus calmes, plus harmonieuses et rassurantes. Ces temps-ci, nous connaissons une abondance de drames, de guerres, une accumulation d'événements dramatiques dont les effets sont délétères pour l'humanité. Tout cela n'arrive pas à tout moment dans l'histoire, tout cela arrive au moment précis où tout converge pour que le chaos s'installe. Tout se suit, se chevauche et cela crée à chaque fois deux camps, deux opinions, les pour et les contre, les pro-ceci et les anti-cela. Une binarité s'installe très nettement dans le monde. Le monde bipolaire se forme et se prépare à l'embrasement général, dans une société formée à l'ignorance et à la déification de l'individu. Il est tout à fait normal de voir les gens scander leur avis partout, et n'importe quoi, sans avoir la connaissance et l'expertise de ce qu'ils soutiennent, de ce qu'ils condamnent. Tous petits juges derrière leurs écrans, tous ignorants, tous obéissants. Chaque action entraîne une réaction, et en toute logique, les événements s'additionnent et font grimper la tension de plus en plus, jusqu'à ce que plusieurs éléments se modifient aussi par effet d'influence mutuelle. C'est comme si dans une fourmilière de type monogyne, il y avait des fourmis qui voulaient nourrir une reine et d'autres fourmis qui voulaient en nourrir une autre. La présence de deux reines dans la même fourmilière engendrerait directement des conflits et ce serait la guerre. Les deux camps se sépareraient et iraient vivre chacun dans une fourmilière bien distincte. La différence entre nous et les fourmis est que nous avons qu'un seul monde et à partager et beaucoup de reines opposées. Au lieu de fermer les yeux sur la formation de ce monde bipolaire et se résoudre à cette fatalité, nous devrions tout faire pour souhaiter un monde multipolaire, un monde fait de différences et ne pas vouloir lisser les pensées, les peuples, les couleurs. Il faut se battre pour conserver la nature ontologique de nos différences. Mais nous sommes des êtres complexes et nous devons comprendre le déterminisme de l'univers. Que pouvons-nous faire dans ce cosmos déterminé? Que pouvons-nous réellement faire? Nous devons humblement chercher à comprendre, scruter, fouiller et recommencer, puis réfléchir à soi et abolir ce que l'on croyait connaître, s'abolir pour renaître, pour se reconstruire. Alors, dans l'évolution de notre personne chargée de nouvelles connaissances, une approche plus juste de la situation du monde nous apparaîtra. Comprendre l'organisation cosmique du monde, c'est accepter notre destinée, c'est être en accord avec la nature,
Cette nature que nous avons déjà décrite comme étant un cycle total et complet, fait de dégénérescence et de croissance, de vie et de mort. Elle évolue et se régénère dans un équilibre articulé par l'ensemble de tous les atomes qui la constituent. Nos émotions, nos affects ne nous offrent pas naturellement le don d'acceptation de nos destinées. Les émotions sont là pour nous offrir le contraire, pour nous donner la sensation d'être éternel, d'être responsable, d'avoir un libre arbitre, d'exister. Elles naissent avec notre éducation, donc par l'autorité d'un parent, d'un professeur, d'un patron, dans la subjectivité absolue et l'erreur assurée. Notre éducation nous oblige à développer une sorte de personnalité faite d'influences héritées, faite d'une morale transmise et retransmise. Une personnalité si forte qu'elle va jusqu'à empêcher un développement personnel indépendant et nous freine dans toute évolution de notre être. À force de céder à nos émotions sans aucun contrôle, elles sont devenues notre nature, et nous les portons si bien avec nous qu'elles ont fini par tout gérer, tout décider. Elles sont devenues les manettes de notre pensée, nos seules et uniques raisons de vivre, de créer, d'enfanter. Les émotions, les passions sont dans l'action, alors que la raison est dans l'observation. Nous sommes tous des êtres d'émotion, nous agissons naturellement par réaction, par influence et par compensation. Nous nous évaluons par comparaison et pas par appréciation objective. Il n'est pas compliqué de comprendre que les concepts de guerre et de paix se posent dans un monde de passion, puisque tous deux se nourrissent de leur cause contraire, alors que dans un monde de raison, nulle paix puisque nulle guerre. Dès lors que nous contrôlons nos émotions par la raison, nous supprimons, nous abolissons tout simplement tous les excès d'un seul coup. La guerre et la paix sont des conséquences des passions. Dans un monde de raison, plus de passion est contrôlée, mais de la réflexion, de la curiosité, du calme et de la joie. Ça, c'est pour un monde idéal de raison, sans devoir souffrir la moindre passion et sans devoir lutter contre une population majoritairement dans l'affect, dans l'émotion. Ce monde-là est lointain, mais nous pouvons nous en rapprocher, chacun séparément, puis à force de raison, à force de renouer avec notre esprit, nous ferons des curieux, et la curiosité est le point de départ de la recherche de l'intelligence, de la connaissance qui mène à la compréhension. Cette curiosité sera transmise et fera des adeptes. Nous pourrons alors nous diriger vers une philosophie collective de compréhension vraie et totale du monde. Il nous faut transmettre une philosophie de la raison contre la passion, et à force les choses se régleront d'elles-mêmes. La population pourra accéder à un niveau d'intelligence, de savoir qui lui permettra de contrôler et donc de refuser ce que l'on essaie de lui faire accepter de force. Un niveau qui lui permettra de refuser les dogmes, de refuser le diktat de l'oppression. Ceux qui passent leur vie à se complaire dans leurs affects sans rien comprendre à ce qui leur arrive sont et seront toujours de pauvres airs qui déambulent tristement à la recherche de plaisir et de satisfaction facile, de joie passagère. Ils croient exister, ils dépérissent et traversent cette belle vie sans même savoir ce qu'ils font là et où ils vont. Ces fantômes sont tristes et vaniteux, indigents et violents.